Bonjour chers amis qui aiment l'histoire. Bonjour chers frères et sœurs qui aiment l'histoire. Nous allons poursuivre la série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski, le grand échiquier. C'est important pour comprendre notamment la situation géopolitique du monde, notamment la guerre en Ukraine. C'est important. C'est pour ça que je fais cette série de vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski. Je ne suis pas loin de finir et j'exhorte les gens, mes auditeurs, non seulement à bien suivre ces vidéos sur l'ouvrage de Brzezinski, le grand échiquier, mais aussi à partager cela parce que j'en fais des commentaires. Alors, Brzezinski écrit ici que il y a eu une restauration inévitable de l'empire du milieu. C'est-à-dire, il parle de qui? Il parle de la Chine. Une puissance centrale et globale, mais qui a deux failles. La plus évidente tient à la confiance que l'on accorde automatiquement aux statistiques. Ceux qui prédisaient récemment encore, notamment là, il prend le cas du Japon, que le Japon supplanterait les États-Unis en tant qu'économie dirigeant le monde et qu'il était destiné à devenir la nouvelle superpuissance, ont commis la même erreur. Mais j'ai dit où? Mais l'économie, c'est vrai, ce ne sont pas seulement les statistiques, mais c'est la vie sociale aussi des gens. Moi, je dis que si lui croit que le Japon n'a pas supplanté les États-Unis, il se trompe. Les Japonais ont supplanté les États-Unis. Hein? Aux États-Unis, combien de gens n'arrivent même pas à se soigner? Hein? C'est des millions d'Américains qui n'arrivent pas. Plus de 4 millions d'Américains n'arrivent pas à se soigner. Combien d'Américains dorment dans les rues? Mais au Japon, on ne voit pas ces tristes spectacles-là. Parce que l'économie, ce n'est pas seulement des chiffres, c'est aussi la vie des humains. Donc, Brzezinski, sur ce point-là, je le critique. Non. Hein? Les Japonais ont supplanté les Américains. Hein? Parce qu'eux, ils veulent parler toujours de choses de l'armée, hein, de l'installation des bases. Non, le Japon a bien supplanté les États-Unis au plan économique et social. Voilà. Voilà. Il écrit encore, ceux qui prophétisaient aujourd'hui l'inévitable montée de la Chine en tant que puissance globale commettent la même erreur de raisonnement. Là encore, ils se trompent. Là encore, ils se trompent. Hein? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Hein? La réserve fédérale américaine, les bons de la réserve fédérale américaine, qui détient le plus grand nombre de bons? C'est la Chine. C'est-à-dire que les États-Unis sont endettés auprès de la Chine. Vous voyez ce que Brzezinski écrit ici, vous voyez qu'il y a matière vraiment à critique. Les États-Unis sont endettés auprès de la Chine. Tu es endetté auprès de quelqu'un. C'est un problème. C'est un problème. Nos ancêtres Akans, ils savaient que quand tu es trop endetté là et que tu n'arrives pas à rembourser là, c'est que tu n'es pas loin d'être l'esclave de ton créancier. Voilà. C'est cela. Voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe présentement? Mais la Chine a décidé de ne plus faire son commerce international avec le dollar. Non, ils veulent faire ça avec le yuan, leur monnaie. La Russie aussi a décidé la même chose, faire son commerce avec le rouble. Et l'Inde aussi a décidé la même chose, faire son commerce avec le roupie. Même l'Arabie Saoudite, qui est l'allié des choses, comment on appelle ça, des États-Unis, a décidé de pouvoir faire son commerce avec le yuan, ou bien le rouble. Voilà le problème. Donc, il continue, on va continuer la lecture. Tout d'abord, il est loin d'être certain que la Chine parvienne à maintenir pendant les 20 ans qui viennent ses taux de croissance spectaculaires. Un ralentissement économique n'est pas exclu et il remettrait en cause ses prévisions. Ça, c'est possible. Parce que une économie, c'est comme un corps humain. Hein? Il y a des moments où cette économie est en bonne santé, il y a des moments où elle est malade. Mais il faut savoir aussi que les Chinois, dont le pays était, je peux dire, l'usine, un moment l'usine du monde, ils ont commencé à eux-mêmes implanter des usines ailleurs en Asie. C'est ça, notamment en Indonésie. Actuellement, l'Indonésie est en train de devenir, je peux dire, une autre usine du monde. Voilà, donc c'est ça. Les pays asiatiques, l'Indonésie, Singapour, la Malaisie. Donc les Chinois investissent là-bas aussi massivement. Je ne sais pas si c'est dans un esprit entre guillemets racial,
Parce que moi, je ne crois pas aux races, je crois au type humain, à l'espèce humaine, une seule espèce humaine. Mais aussi, ça permet d'enrichir toute l'Asie. Hein? Ça permet d'enrichir toute l'Asie. Et aujourd'hui, on voit le grand décollage de l'Inde. L'Inde aussi est devenue une usine du monde. Voilà, c'est ça les faits. Voilà. Donc, pour maintenir des taux semblables à une période aussi longue, il faudrait que le puissant leadership national, la tranquillité politique, l'ordre social interne, le taux élevé de l'épargne, l'injection continue et importante du capital étranger, ainsi que la stabilité régionale se combinent d'une manière singulièrement harmonieuse. Bon, on voit, quelquefois, ils veulent actionner ce qu'on appelle les Ouïghours, hein, pour provoquer des troubles là-bas. Mais ça ne marche pas. Hein. D'ailleurs, la Chine vient d'inaugurer l'aéroport, hein, je peux dire, qui est le plus en altitude, notamment dans le Tibet. Vous voyez? Mais parce que ériger un aéroport en altitude comme ça, c'est pas facile. Mais la Chine vient de réaliser cet exploit-là au Tibet. Vous voyez? Et est en train de développer le Tibet et puis aussi la zone qui s'appelle le Xinjiang, qui correspond à la zone des Ouïghours. Voilà, les Ouïghours sont des peuples turcophones, sont des musulmans, mais qui sont, ceux-là, ils ont la nationalité chinoise. C'est ça le fait. Par ailleurs, le rythme accéléré de la croissance chinoise pourrait bien engendrer des effets politiques secondaires qui voudraient réduire la politique d'action de la Chine. Bon, ça, ce sont des prévisions, c'est pas sûr. D'ailleurs, on a vu cette montée de la Chine a créé une peur panique chez les Américains. Ils ont commencé à envoyer des hommes, comment on appelle ça, des espions, hein, des gens de la CIA, de la NSA, etc., pour essayer de voir les failles en Chine et puis provoquer les troupes. Mais tous les agents secrets qu'ils ont envoyés là-bas ont été systématiquement éliminés. Systématiquement éliminés. C'est ce qui s'est passé. Ah oui, il y a toute une histoire des agents secrets. Hein. Je ne sais pas s'il y a eu des ouvrages là-dessus, mais notamment des ouvrages historiques. Parce que la guerre aussi s'est faite à ce niveau-là. D'où on voit les provocations, hein, ostentatoires des États-Unis vis-à-vis de la Chine concernant Taïwan. Voilà le problème. Mais bon. Chaque nation a ses contradictions internes, y compris les États-Unis où on tue les Noirs comme des canards. Voilà. Cette disproportion ne peut qu'empirer, surtout si la Chine maintient son taux de croissance au niveau actuel. Bon. On voit même en Côte d'Ivoire. Les Chinois sont en train de prendre le marché des grandes surfaces. Quand vous allez à Bassam, vous voyez sur l'autoroute ce qu'ils ont appelé China Mall. Mais c'est des grands magasins qui accumulent plein de marchandises qui viennent de Chine qui sont vendues en Côte d'Ivoire. Donc ils sont vraiment une grande puissance économique. Ça, maintenant, quand on devient puissant aussi, on s'extériorise. C'est ce que la Chine fait. Il dit, bon, en raison de leur coût élevé, cette dépendance à l'égard des importations réduira les ressources de la Chine. Mais la Chine elle-même, là, a des ressources naturelles en quantité. Tout comme les États-Unis d'ailleurs. Voilà. La Chine a des ressources naturelles. Elle a des matières premières. La Russie a des matières premières. Les États-Unis ont des matières premières. Ceux qui n'en ont pas pratiquement, ce sont les Européens. Ce sont les Européens. C'est ça. Voilà. D'un point de vue militaire, on peut en partie considérer que la Chine est une puissance globale dans la mesure où la même taille de son économie et son fort taux de croissance permettent aux dirigeants de réinvestir une part importante du PNB du pays, du produit national brut du pays, afin de poursuivre le développement et la modernisation des forces armées chinoises, notamment d'accroître son arsenal nucléaire. Ça, c'est clair. J'ai regardé dernièrement même une émission qui est consacré aux jeunes Chinois. Hein, quand sur une chaîne chinoise, je regardais cela. Voilà. Où des officiers de l'armée sont venus dire aux jeunes Chinois ce qu'ils font. Mais aujourd'hui, l'armée chinoise est très puissante. Mais regardez même la taille des hommes qu'elle peut mobiliser. C'est-à-dire que d'une façon régulière, elle mobilise facilement 10 millions de soldats. Hein? 10 millions de soldats. Sans compter les réservistes. Avec les réservistes, elle peut aller jusqu'à 100 millions, 200 millions, voire 300 millions. Mais une telle armée, qu'est-ce que tu peux faire contre elle? Tu ne peux pas. Et puis maintenant, elle a développé des missiles qui ont la capacité de détruire même des satellites qui sont dans l'espace.
Voilà. La Russie a fait cela, la Chine aussi a fait cela. Donc la Chine, c'était un langage indirect aux États-Unis pour dire, mais vos satellites qui vous permettent de faire la guerre, hein, en voyant les cibles, nous, on peut détruire vos satellites là. Comme ça, vous serez comme aveugles. Voilà. Donc, c'est aussi ça. Cependant, si cet effort prenait des proportions démesurées, et selon les estimations occidentales, il représenterait au milieu des années 90, 20% du PNB de la Chine. Mais ça ne pose pas de problème, le financement de l'armée. D'ailleurs, l'armée est utilisée comme un pôle économique. Parce que quand une armée n'est pas un pôle économique, ça pose problème. C'est comme en Côte d'Ivoire ici, il y avait ce qu'on appelle... comment ils appellent cela même? Où on prenait des gens, j'ai oublié le nom, mais l'armée, c'est un pôle économique. Il y a ce qu'on appelle, comment on appelle ça? Oh mon Dieu. C'est-à-dire que l'armée a ses scientifiques, l'armée a ses acteurs économiques. Hein? L'armée peut faire des ponts, l'armée peut faire des routes, etc. Hein? Le génie militaire, voilà. Le génie militaire. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il n'y a plus de génie militaire. On envoie des sociétés étrangères qui viennent faire des travaux à des coûts exorbitants, alors que l'armée peut le faire à moindre coût. L'armée a tout ça de gens. L'armée a des médecins, l'armée a des chirurgiens. La preuve, on le voit en Côte d'Ivoire ici. Il y a l'hôpital militaire des choses, hein, d'Abidjan. Mais l'armée, dans l'armée, il y a toutes sortes de gens, toutes sortes de techniciens, toutes sortes de sachants qui peuvent faire l'armée. Hein? L'armée, c'est un pôle économique. Cet aspect-là a été abandonné en Côte d'Ivoire. C'est vraiment malheureux. C'est vraiment malheureux. Hein? L'armée a ses ingénieurs, tout et tout. Hein? Bon, qu'est-ce que nous on peut dire? Alors, maintenant, il écrit la tentative soviétique infructueuse pour défier les États-Unis dans la course aux armements. Non, ce n'est pas... ouais. On voit que les prévisions de Brzezinski ne se sont pas toujours révélées vraies. Il y a certaines prévisions qui se sont révélées vraies. Moi, aujourd'hui, ce n'est pas révélé vrai. Hein? Le missile, soviétique, russe, parce qu'il parlait des soviétiques, aujourd'hui, c'est la Russie. Mais le missile russe, qu'on ne peut même pas détecter, le temps que tu détectes déjà, il a frappé la cible. Que les gens appellent Satan 2. Je crois qu'ils appellent ça Sarmat, quelque chose comme ça. Oui. Voilà le problème. Pendant que les Américains mettaient l'accent sur des avions de combat, les Russes, eux, ils mettaient l'accent sur les missiles. Ils mettaient l'accent sur les missiles. Voilà. Et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à présent, ce missile Satan 2 là, tu ne peux pas. Ils ont même encore une autre arme où ils lancent ça au niveau de l'océan avec un sous-marin qui est pilotable à distance comme un drone. Un sous-marin qui est pilotable à distance comme un drone. Donc, ils n'ont pas besoin de mettre du personnel dans ce sous-marin. Mais quand ils te balancent ça dans l'océan, mais ça peut former un tsunami de vagues de près de 15 mètres. C'est-à-dire que ça va inonder tout un pays. S'ils envoient ça, par exemple, en Angleterre, ça va inonder toute l'Angleterre, pratiquement. Vous voyez? Donc, il y a des choses. Il y a eu une évolution par rapport à l'ouvrage de Brzezinski, mais je vous conseille aux gens de lire son ouvrage. Et si vous n'avez pas l'ouvrage, regardez ma vidéo sur le grand échiquier de Brzezinski, dont aussi je fais le commentaire. C'est important. Voilà, je crois que j'en suis à 14 minutes. Voilà, on va poursuivre. Les tensions internes en Chine pourraient également augmenter en raison de ces écarts de croissance dus pour l'essentiel à l'exploitation effrénée des avantages localisés. En fait, les Américains comptent sur des contradictions internes pour affaiblir la Chine. La question de Taïwan, la question des Ouïghours, la question des Tibétains, etc. Mais ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Parce que la force de la Chine, c'est sa conscience historique. La Chine a été humiliée. Les Chinois ne veulent plus que cela se reproduise. Mais des pays africains où nous avons des dirigeants félons, hein, nous sommes humiliés de siècle en siècle. Ça fait près de 6 siècles que nous sommes humiliés. Eux-mêmes, ils ne sont que des gardiens de camps de concentration. C'est malheureux. À cause de l'homme noir n'est pas respecté dans le monde. C'est malheureux. Le jour où nous allons nous en sortir économiquement, l'homme noir sera respecté partout.
quand l'homme noir viendra avec sa puissante monnaie en poche, voilà, je souhaite même que cette monnaie-là soit appelée Africa. Quand il va venir avec ces Africains-là, il sera respecté. Voilà. Partout il va aller, où il va, dans les hôtels, etc., il a l'argent pour payer tout ce qu'il veut, il sera respecté. Voilà. Quand Massa Kankou Moussa a fait le pèlerinage, mais qu'il est parti avec des quantités énormes de l'or, les Arabes là ont été obligés de les respecter, alors qu'eux, ils ne veulent pas respecter l'homme noir. Voilà, c'est ça les faits. La rancœur engendrée par ces disparités régionales pourrait bien s'ajouter à la colère que suscitent les inégalités sociales. Non, mais c'est réglé ça, ce problème-là. La croissance rapide de la Chine accentue en effet la fracture sociale liée à la répartition des richesses. Mais les Chinois sont devenus très riches. Actuellement, les Chinois ont le plus grand nombre de milliardaires. Voilà. Ils ont des centaines de milliardaires, les Chinois. Voilà. Hein? Regardez par exemple leur barrage. Ils ont le plus grand barrage du monde. Sur le Xinjiang. Il est sur le Xinjiang, sur le Yangtze. Voilà, ce fleuve-là. Or, si le gouvernement tente de réduire les écarts, aussi le mécontentement des couches inférieures de la population augmente, ces disparités régionales et le fossé qui se creuse dans la répartition des richesses pourraient... Or, ce problème-là a été réglé. En Chine, il n'y a pas de misérables, non. Hein? Il n'y a pas de misérables. Voilà. Le pauvre, même le pauvre, hein, il a l'essentiel. Il peut se nourrir, il peut se loger, il peut se soigner. Or, ce n'est pas le cas aux États-Unis. Évidemment, Brzezinski était américain. Bon, peut-être qu'il est d'origine polonaise, mais il est américain, donc on comprend bien sa position. En réalité, l'orientation future de la politique chinoise constitue la deuxième raison qui incite au scepticisme face à l'idée répandue selon laquelle la Chine, en un quart de siècle, devrait s'affirmer en tant que puissance dominante dans les affaires internationales. Or, c'est ce qui s'est passé. Apparemment, Brzezinski semble douter de cela. Or, c'est ce qui s'est passé. La Chine est devenue très puissante. C'est ça les faits. Le dynamisme de la transformation économique non étatique dont la Chine fait l'objet, notamment son ouverture au reste du monde, sont incompatibles à long terme avec la bureaucratie froide et rigide héritée de la dictature communiste. Mais le parti communiste chinois est le plus grand parti, mais il y a d'autres partis. Mais évidemment, c'est le parti communiste qui domine, ça c'est clair. Voilà. Bon, j'en suis à 17 minutes, je pense que... Donc, nous voyons bien qu'ici, hein, il fait des prédictions concernant la Chine. Et puis, il parle aussi de la question de la démocratisation. Ainsi, aussi, la question de la démocratisation ne pourra-t-elle indéfiniment éluder, ne pourra pas être indéfiniment éludée, à moins que la Chine ne prenne soudain la même décision qu'en 1474, se couper du reste du monde, à l'instar d'une certaine manière de la Corée du Nord. Non, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce que eux, les Occidentaux ont une vision de la démocratie. Ils pensent que la démocratie, c'est seulement des élections avec différents partis. Mais pourquoi aux États-Unis, hein, c'est seulement le parti démocrate et puis le parti républicain qui monte au pouvoir? Pourquoi? C'est qu'il y a une limitation de leur démocratie. Mais en Chine, il y a d'autres partis, mais qui sont minoritaires. C'est le parti communiste qui domine la vie politique, c'est tout. Mais au Japon, c'est la même chose. Il y a un parti, le parti qui est au pouvoir au Japon. Mais c'est un parti, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est ce même parti-là qui dirige le Japon. Pourtant, on ne dit pas que le Japon n'est pas démocratique. Voilà. Donc, il y a une question de revoir ce qu'on appelle la démocratie. Et puis, ils pensent que la Chine s'est coupée du monde. Mais c'est trop. La Chine ne s'était pas coupée du monde. Comme il dit en 1474, non. Au 15e siècle, non. La Chine commerçait en Asie. Hein? Les marchands chinois allaient dans d'autres pays de l'Asie. Donc, c'est cela. Et ils pensent qu'être ouvert à l'Occident, c'est ça qui fait qu'on dit qu'on n'est pas isolé. Comme aujourd'hui, ils font croire qu'ils veulent isoler la Russie. Mais vous ne pouvez pas isoler la Russie parce que la Russie a d'autres partenaires. Voilà. C'est la même chose. Comme encore aujourd'hui, ils font croire que la Corée du Nord est isolée. La Corée du Nord n'est pas isolée. La Corée du Nord échange avec la Grande Chine. Voilà. Elle échange avec la Chine, donc elle n'est pas isolée. Oui, donc c'est un peu cela. Alors, je vous remercie. Je présentais encore un aspect
de l'ouvrage de Brzezinski, le grand échiquier, où ici il parle principalement de la question chinoise. Vraiment, il y consacre beaucoup de choses, notamment il parle des dirigeants chinois, etc., de ce qui se passe au niveau de la démocratie en Chine, etc. Voilà. Donc je vous remercie, je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, université qui est à Abidjan, c'est en Côte d'Ivoire, un pays situé en Afrique de l'Ouest.